Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on discute d'illustration jeunesse, de production artisanale et d'entrepreneuriat créatif avec Stéphie Broccoli. Mais avant, nous remercions aujourd'hui nos nouveaux contributeurs et contributrices. Un immense merci à Oriana Etchemendi, Cécile M, Maria Sellar, Gwen, Jeanne Guérard, Michael Fortuna, Jeanne Avril, Manuel Aldeguer, Timch, Olive Bouger, Katie Horner, Jessica Jean-Paris, Yann Derinic, Laura Daniel, Clément Romier, Alexandre Kérac, Sophie Navas, Maëva Brand, Annelise Moreno, Ambre Guillou, Cédène, Cécile Chico, Béax, Anne Jamati, Justine Jacot, Gaël Correa, Benjamin Flou, Sandra Muller, Philippe Delpech et Camille Alessandroni. Un grand merci. Voilà la liste. Ouais, ça en fait du monde. J'espère que j'ai écorché personne. Pour permettre à l'émission de continuer cette année, on s'est donné pour mission d'atteindre 500 contributeurs d'ici la fin de l'année, avec un objectif intermédiaire de 350 contributeurs d'ici l'été. Atteindre ces objectifs nous permettra de faire perdurer l'aventure du podcast sereinement et dans de bonnes conditions. Nous sommes désormais à 235 contributeurs. Si vous désirez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, rendez-vous sur Patreon ou Tipeee. On vous rappelle d'ailleurs ce mois-ci que si vous rejoignez le Patate Club, il y a des cadeaux à gagner. Nous faisons gagner 3 cartes cadeaux d'une valeur maximum de 150 €, valables à la Slogalerie aux 3 personnes qui auront convaincu le plus d'amis créatifs à rejoindre le Patate Club en nous soutenant sur www.patreon.com/senscreatifpodcast ou sur www.tipeee.com/sens-creatif-podcast. Les liens pour participer et nous soutenir sont dans les notes de cet épisode. Alors aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour cette toute première interview de l'année. Stéphie Broccoli, bienvenue sur Sens Créatif. Salut Stéphie. Salut, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. On est trop content de débuter cette saison 5. Ah ouais, c'est super. 5 en ta compagnie. Bravo. Et alors, tout de suite pour commencer, Stéphie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, brièvement, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? Alors, je m'appelle Stéphie Broccoli, je suis illustratrice la plupart du temps. Je me définis aussi un peu en tant qu'artiste parce que je fais pas mal d'expérimentations à côté, de la céramique, des tapis. J'adore essayer tout un tas de techniques. Donc j'ai un peu 2 pratiques différentes, la pratique de commande en tant qu'illustratrice et ma pratique, plus personnelle, en tant qu'artiste. Ce qui me motive à me lever le matin, c'est fabriquer des choses. Voilà. Je suis hyper contente quand je me lève pour, fabriquer des choses de mes mains. J'aime un petit peu moins les journées où je me lève pour me mettre à l'ordinateur. C'est vrai? Ça te Heu, motive moins. ouais, ça me motive un peu moins, mais ça fait partie de mes 2 casquettes et les 2 se complètent et les 2 sont importantes, dans ma vie. Les commandes, me stimulent pour faire des projets perso, et vice versa. Tout se mélange un peu, des commandes vont déboucher sur des projets perso, des projets d'expo, mes commandes vont m'amener à aller dans les écoles rencontrer les enfants Ah et ouais, faire ça des c'est super. ateliers. Quand je fais des ateliers dans les écoles, après parfois on me commande des ateliers pour les musées, donc c'est à la Ouais. fois un peu de la commande, parce que je travaille, avec un brief, en fonction des expos pour lesquelles on me sollicite, mais en même temps ça fait aussi partie de mes projets perso, de faire du papier mâché, des trucs d'enfants, mais que En je fait, fais pour c'est moi en comme tant une qu'adulte. tuyauterie où tu aurais en fait, rassemblé tous les tuyaux et ils communiquent les uns avec les autres et ça t'amène en fait d'un boulot sur un autre. J'avais Ouais. vu aussi que tu aimais beaucoup, puisque tu n'as pas d'originaux quand tu travailles pour de la commande, que tu aimais beaucoup justement, faire des produits dérivés de tes propres histoires, des choses comme ça en fait. Ouais, en fait, pour les livres, je travaille principalement à l'ordinateur. J'ai une tablette Cintiq. Je travaille, plutôt sur Illustrator parce que ça me permet d'agrandir, de rétrécir mes dessins alors que sur Photoshop, c'est plus compliqué. Enfin, j'adore le dessin vectoriel. Pour les commandes, c'est vraiment le plus pratique parce que les clients me demandent, de faire plein de modifs, des couleurs, tout ça.
Mais le problème, c'est que, bah, j'ai pas d'originaux, comme tu dis Laurent, pour les expos, c'est un peu frustrant parfois. Et je connais ça. Donc bah, la dernière fois, j'ai fait une expo au musée de Poche à Paris, qui est, Mmh. un petit musée, galerie, Trop bien. librairie, Ouais. atelier pour enfants, enfin un super endroit. Si vous connaissez pas, je vous recommande, d'y aller, c'est vraiment génial. Ils ont une sélection hyper cool. Mmh. Et donc ils m'ont proposé une expo sur, un de mes derniers livres qui s'appelle, Mon atlas promenade autour du monde chez Larousse Jeunesse et bah, j'avais pas envie de mettre, des illus imprimés sur une imprimante au mur. Donc en fait, j'ai créé des tapisseries, en tissage, j'ai refait des gouaches mais inspirées du livre. En fait, j'ai un peu fait l'inverse, quoi. J'avais tous mes dessins à l'ordi et je les ai repris avec des techniques manuelles, et puis donc on a imaginé tout un petit cabinet de curiosités avec à la fois des objets, que j'ai chinés, pendant mes voyages, à la brocante, ce genre de trucs. Donc voilà, je fais l'inverse de ce que font les autres d'habitude. C'est hyper beau, c'est hyper beau. Et Ouais. toute ta production est hyper impressionnante et on pourra aborder les différentes parcelles de ta production. Et avant de plonger dans tout ça, vu que ton travail est vachement tourné, pas que, mais quand même beaucoup autour de l'enfance, Mmh. j'avais envie de plonger un petit peu avec toi dans ton enfance justement, ton rapport au sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Quels sont certains de tes meilleurs souvenirs liés à cette époque? Et puis en quoi ça a été une période fondatrice pour ton travail, vu que ça déborde de partout dans ton boulot, quoi. Alors j'ai grandi en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand pour être exact. Ma maman est institutrice, donc elle a eu tous les niveaux de classe. Quand j'étais petite, je finissais souvent mes journées dans sa classe, à aller lire des livres, à faire des coloriages avec les enfants. Elle a toujours été, branchée très, loisirs créatifs. Elle nous faisait tout le temps, faire, de la pyrogravure, enfin tout ce qui nous passait, sous la main pour nous occuper, pendant les vacances scolaires et les week-ends. Et toi, ça te barbait pas, quoi. T'adorais ça. Ah non, non, j'adorais, enfin mes parents habitent dans un chalet en bois, ma mère a pyrogravé tous les montants, du balcon avec des Ah ouais. des fleurs et tout, enfin donc je pense que de l'avoir vu faire, bah, voilà, moi j'adorais, ma mamie, une de mes mamies était assistante maternelle, donc c'est pareil, j'étais, souvent, fourrée, avec elle, dans son école, elle s'occupait des ateliers couture, bricolage, cuisine sur le temps de midi parce qu'elle adorait ça. Donc, dès que j'étais chez mes grands-parents, pareil, on faisait des activités manuelles. Et à côté de ça, mon papa est hyper bricoleur. Il a construit bah, le chalet dans lequel habitent mes parents. Donc, en Ah fait, ouais. depuis toute petite, il a construit notre piscine. Il savait pas du tout construire de piscine, mais je sais pas, il a regardé plein de tutos et il a fait ça un peu pour nous. Donc, je l'ai toujours vu bricoler. Do it Et yourself. j'ai Ouais, grave, voilà, c'est ça et puis voilà, il a fabriqué des choses, concrètes qu'on a pu utiliser, dans lesquelles on habite, on se baigne l'été, donc ça fait vraiment partie de mon enfance quoi enfin, c'est rigolo, mais par exemple, je me souviens, d'une fois, mon père, pour nous occuper, il nous a donné une planche avec des clous et il nous a dit: «Bah, maintenant vous apprenez à planter des clous tout droit». Enfin, c'est un souvenir Ah d'enfance ouais. et j'étais hyper fière de planter mes clous, voilà donc je pense que d'avoir vu, mes mamies aussi, me coudre des costumes quand j'étais petite. Enfin, à aucun carnaval, j'ai eu un costume, acheté dans le commerce. Ma mamie, m'emmenait choisir le tissu, je choisissais mon modèle de robe de princesse. Du coup, je me retrouvais avec des robes de princesse, roses à paillettes avec des traînes pour le carnaval. Tout le monde me marchait sur la traîne, mais j'étais hyper contente, quoi, donc voilà, ouais, je pense que ma famille a toujours été assez enfin, ils sont pas artistes, mais ils ont toujours baigné dans ce truc, que ce soit des loisirs créatifs ou du bricolage et moi, ça m'a donné envie de faire pareil qu'eux, après aussi le fait que ma maman soit institutrice, on a toujours eu beaucoup de livres pour enfants à la maison. Ah oui. Elle-même continue d'en acheter pour sa classe, elle me les montre et une petite anecdote, bah, ça va vous faire rire, mais elle m'a dit, quand il fallait apprendre à aller sur le pot et que j'étais, bah, bébé, elle me mettait sur le pot avec une pile de livres à côté et du coup, je passais des heures sur le pot à Ah lire des oui. Ah, et livres. forcément, tu veux plus partir, là. Voilà, c'est ça. Donc peut-être une technique pour les jeunes parents si Bah, vous moi, ça avez des m'arrive toujours, hein. petits, oui, voilà, c'est ça. Bah,
Voilà, bon, nous, on continue d'avoir une bibliothèque dans les toilettes à la maison aussi. Ah, tout à Et fait. vous savez, il y a un truc qui est super fan, c'est quand vous allez chez des gens et qui ils sont un petit peu fans, amoureux de bouquins, vous savez qu'il y a une petite visite dans les WC qui s'impose. Il y a toujours des mini bibliothèques et en fait, on fait toujours des découvertes de dingue, quoi. J'adore ça. Ah, mais Ouais. lire aux chiottes, c'est merveilleux. C'est triste qu'aujourd'hui, c'est remplacé par le téléphone. Hein, avouez dans le chat. Qui est sur son téléphone Et au chat? je me suis fait avoir avec une BD en fait de Tiffany Cooper la dernière fois. Et en fait, il y avait une vanne où elle se moquait des gars justement qui lisaient des trucs aux chiottes. Du coup, je lui ai envoyé la photo. Trop bien. Trop marrant. J'ai balancé mon beau-père, mais ma femme me disait que quand ils étaient petits, quand le repas était terminé, il allait tout le temps aux toilettes. Et du coup, il se privait de corvée, de ranger, tu sais, avec le reste de la famille. La bonne Malin. technique. Voilà. Mais il y avait peut-être des livres intéressants. Donc, du coup, il y a l'enfance du côté de ta maman. Et du Ouais. coup, il y a le bricolage du côté de ton papa. Alors oui, il y a les grands-parents aussi. Donc Ouais. du coup, on voit que tout ça, quelque part, c'est un peu la matrice de qui tu es devenu aujourd'hui. Ouais, Et que exactement. ça sort pas de nulle part. Parce que j'ai été voir ton taf, je suis remonté dans tes vidéos YouTube jusqu'à 6-7 ans, et tous les trucs que tu fais de tes mains, les bijoux, les tapis tuvetés, les murs avec les enfants, tu vois, il y a tout ce côté vraiment manuel qui est hyper fort, et c'est rassurant de voir que quelque part, ça vient de quelque part, qu'on te l'a transmis aussi, quoi. Ouais, ça, je m'en suis rendu compte en grandissant, en réfléchissant un peu quand on me demande d'écrire des biographies ou quoi. Tout au long de mon enfance, je me rendais pas compte à quel point mes parents avaient de l'impact finalement sur quel adulte je suis devenue aujourd'hui. Mais aussi, je me rends compte que faire des choses de ses mains, pour moi, c'est tangible. En fait, c'est pour ça que les journées, par exemple, que je vais passer à la céramique, me rendent plus heureuse qu'une journée où que je vais passer à l'ordinateur, parce que ce que je fabrique, ça existe tout de suite. Alors qu'à l'ordinateur, pour un livre, il faut attendre 6 mois, 1 an avant qu'il soit imprimé. Ouais. Alors, une fois qu'il est imprimé, je suis hyper contente, je suis hyper fière. Je me dis, ça valait le coup de passer des centaines d'heures à dessiner sur l'ordi. Mais ouais, c'est ça que j'aime avec les techniques manuelles. C'est que même si tu rates, tu as produit quelque chose de tes mains et ça existe tout de suite. C'est vrai que c'est hyper gratifiant. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo aussi sur ton parcours avant de te lancer dans le grand bain Ouais. de l'illustration? Mon parcours. Alors, si on repart du début, j'ai toujours voulu faire un bac L art plastique. Voilà, je voulais avoir l'option art plastique, on appelait ça l'option lourde. Je voulais avoir 8 heures d'art plastique par semaine. Donc, je suis allée dans un lycée à Clermont-Ferrand, le seul lycée qui proposait autant d'heures d'art plastique. À l'époque, je pensais vouloir faire les beaux-arts ou ce genre de choses. Je connaissais pas les arts appliqués. Et mon prof d'art plastique m'a parlé de la mise à niveau art appliqué. Donc, je suis allée aux portes ouvertes et là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce que présentaient les écoles en mise à niveau art appliqué. J'ai adoré justement qu'on puisse toucher à la fois au graphisme, au design textile, design d'objets. Donc, à partir de ce moment-là, je sais pas, ça devait être peut-être en seconde, je me suis dit, ok, c'est sûr, je veux faire ça. Donc, j'ai bossé à fond au lycée pour avoir les meilleures notes, pour pouvoir passer les concours des écoles. Vraiment, Il faut le rappeler, c'est important. Il vérifie justement tout ce qui est parcours scolaire aussi Ouais. parce que les places sont chères, quoi. Ouais, c'est ça. Il fallait avoir un bon dossier pour être sélectionné pour l'épreuve sur table à l'époque. Donc, vraiment, j'ai tout fait pour avoir des bonnes notes. Et ensuite, j'ai été prise en mise à niveau art appliqué à Moulins. En fait, c'était un petit lycée technique, mais j'ai fait le choix de plutôt tenter une petite école d'art appliqué que de tout de suite tenter les grandes écoles d'art où il y avait plus de candidatures et moins de chances d'être prise. En parallèle, j'avais aussi tenté les beaux-arts quand j'avais été prise, je crois, à Saint-Étienne. Mais bon, comme je voulais vraiment faire mise à niveau art appliqué, pour moi, c'était plus concret et j'avais l'impression que j'allais avoir plus facilement du travail par la suite. Donc voilà, j'ai fait cette année d'art appliqué. Pendant cette année, je suis allée au Salon du Livre de Montreuil Et là, avec mes copains. Et là, je me suis dit, ok, tous ces illustrateurs derrière les tables, c'est ça que je veux faire. Dans la vie, je veux être derrière une table un jour à Montreuil à dédicacer avec la mes première crayons fois et à mes Montreuil, papiers. c'est le choc. Oui. Voilà, je suis repartie avec un sac à dos qui devait faire 30 kilos avec plein de livres, mais c'était un choc. Je me suis dit, ok, c'est de l'illustration que je veux faire. Ensuite, du coup, j'ai tenté les écoles d'art à Paris. J'ai été prise à l'école Estienne en graphisme. Donc, c'était un BTS graphisme, édition, publicité.
Tu voulais pas être print. prise, aux arts déco et on t'a pas prise? Quelque chose comme ça? Est-ce que ah oui, si, j'ai tenté en MANA, je crois, les arts déco de Ah Strasbourg. oui. Ah ouais. Heu C'était trop dur parce qu'on passait un entretien et on devait attendre le lendemain pour savoir si on passait une 2e épreuve sur table. Donc moi, le soir, enfin, je sais pas, on avait réservé 3 nuits à l'hôtel. En fait, le premier soir, je savais que j'étais pas prise, donc j'étais deg. Et puis je me souviens, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'avais un carnet illustré avec l'illustration d'une autre illustratrice et pendant l'entretien, ils m'ont dit: «Faites-vous cette illustration?» Ils savaient très bien que non. Ça devait être un carnet, je sais pas moi, de Rebecca d'Outremer à l'époque. J'adorais Rebecca Ah d'Outremer. bah Enfin oui, bref, ouais, ouais. un truc dans le genre. Et depuis, alors ça m'a choqué aussi, depuis j'ai que des Moleskine noirs. Voilà, j'ai que des carnets comme ça, La sans classe. aucune illustration. Vraiment plus jamais j'ai acheté de carnet illustré suite à ce concours. Mais bon, c'est pas grave. J'ai été prise à Estienne en graphisme et finalement, le hasard fait bien les choses. L'école Estienne à Paris, c'est quand même une école assez Ah réputée bah oui. pour les métiers du livre, avec un super laboratoire d'expérimentation graphique où on peut faire de la sérigraphie, de la gravure, voilà, des profs hyper passionnés. Donc j'ai passé 2 ans en graphisme. Je me suis vite rendu compte qu'en fait les logos c'était pas du tout mon truc. Faire Tu des m'étonnes. Ah trucs. bon? À l'époque j'avais dû faire le logo de la maison du hip-hop. Alors Il y a imaginez. pire logo quand même. Enfin, je l'avais pas fait du coup, c'était un projet. Ah grave. Mon truc n'avait pas du tout été sélectionné, hein, mais donc voilà, des mises en page de magazines, c'était pas trop ma tasse de thé. On me Mmh. reprochait tout le temps que c'était trop illustratif. Ouais. Tu faisais des Mickey? Non. Ah bah moi c'est ce qu'on me disait, hein. Franchement, c'était Ah voilà, ouais. soit tu faisais du graphisme, tu vois, Soit Ouais. tu la faisais des classe, Mickey. soit tu faisais des Mickey. Moi je Ah faisais des ouais, Mickey. c'est ça. Oui, bon, bah Pas alors, Et on s'en sérieux sort les très illustrations. bien. voilà. Mais du coup, parfois, je comprenais pas, je me tapais des sales notes alors que je m'étais trop donné sur l'élu, mais bon, juste en fait, je répondais pas au brief de graphisme, quoi. La pub et tout, c'était pas trop mon truc. Et après le BTS, je me suis dit bon ben, j'en ai marre des ordinateurs. Déjà, c'était un peu là. Mmh. Et à Estienne, j'ai passé les concours pour rentrer en diplôme des métiers d'art. Alors j'ai passé illustration et gravure, donc gravure sur bois, sur cuivre, tout ça. Et j'ai pas été prise en illustration. Alors Ah à ouais. l'époque, j'étais trop, j'étais trop vexée, donc je suis allée demander des comptes à la directrice en disant mais pourquoi j'ai pas été prise? C'est trop ce que je voulais faire. Et en fait, j'avais oublié de donner mon dossier de travaux. Donc bon. Ah! Ah ils peuvent pas faire des miracles là du coup, Fumble. hein. Ouais, voilà, en fait, voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai été prise en gravure et franchement, je suis pas mécontente parce que ça m'a donné, en fait, ça m'a permis d'accéder au côté plus artisanal du livre. En graphisme, j'ai appris à concevoir des images et en gravure, j'ai appris à les imprimer. Ce qui était génial en gravure, c'est que les profs ne nous notaient pas sur la qualité de nos illustrations, mais plutôt sur la qualité technique d'impression. Donc on avait plutôt carte blanche pour les illus qu'on imprimait. Et là, ça m'a vraiment donné l'amour des beaux papiers, des techniques prestigieuses, le fer à dorer, le gaufrage. Et ça m'a donné accès à des machines bah, folles de luxe, quoi, en fait. Bah Bah oui. oui, c'est clair, c'est la chance que tu as quand tu vas justement dans ces écoles d'art et d'art appliqué. Ouais. C'est que tu as vraiment accès à du beau matériel. Et c'est génial ce petit accident finalement qui t'amène à découvrir quelque chose qui aujourd'hui fait vraiment partie prenante de ton travail. C'est-à-dire que t'as cet espoir au départ et un petit peu cette envie de dire je veux être illustratrice, je veux faire des bouquins, tu as tes modèles, etc. Et tu as envie de faire comme les autres, comme ceux qui marchent, ceux qui ont du succès. T'as un accident, tu oublies de rendre quelque chose d'important pour pouvoir être validé en illustration et tu te retrouves finalement sur un nouveau chemin, quoi. Et ce chemin, t'es obligé de l'embrasser, t'as pas le choix, quoi. T'es obligé de t'y intéresser et puis du coup, c'est pour toi, c'est déjà une première révélation, quoi. Ah ouais, et puis j'ai passé les 2 meilleures années de ma vie. Si vous avez l'occasion d'aller aux portes ouvertes de l'école Estienne et visiter les ateliers de gravure, mais c'est trop bien. Déjà, on était 12 par section, on avait des petits bureaux en bois, des profs qui étaient artisans d'art, qui bossaient pour des émirs, qui faisaient des trucs de dingue. On avait Françoise Petrovitch, qui est une artiste contemporaine, qui fait du dessin contemporain, moi qui m'a transmis la passion de faire des choses comme jamais. Donc c'était vraiment, vraiment des conditions idéales. Et puis voilà, j'ai appris à imprimer des livres à 30 exemplaires.
Ça m'a donné envie, enfin ça m'a fait découvrir les fanzines, la micro-édition, les livres d'artistes. Mine de rien, ça m'a aussi permis de rentrer dans le monde des éditeurs parce que pendant mon diplôme des métiers d'art, j'ai fait un livre en gaufrage. Donc c'est en fait mon tout premier livre qui est sorti chez un éditeur qui s'appelle Il a neigé ce matin. Et c'était vraiment un projet d'art plastique sur le thème de la neige. Et moi, en gros, j'avais fait des empreintes en creux dans le papier pour raconter des animaux qui se promènent dans la forêt enneigée. Et j'ai imprimé 10 exemplaires de ce livre. Pendant l'été, je suis allée chez un de mes profs parce qu'il avait des plus grandes presses qu'à l'école. J'ai sérigraphié une autre partie et je suis allée sous le bras. À l'époque, à Montreuil, il y avait des entretiens avec les directeurs artistiques. Donc moi, j'y suis allée avec mes gravures, avec ce livre, et je l'ai proposé à des éditeurs pendant les entretiens. Et ça a débouché sur mon premier vrai contrat d'édition jeunesse, quoi. Ouais, et puis un livre, vraiment, j'en ai pas refait d'autres comme ça depuis, parce que ça demandait des techniques de fabrication assez compliquées. Il a reçu le prix de la nuit du livre, qui est une distinction. Génial. Il y a plusieurs catégories, livres d'art, jeunesse et tout. Donc je crois que c'était en 2012. Mais voilà, c'est aussi grâce à mon passage en gravure que j'ai réussi à décrocher mon premier contrat chez un éditeur. Et comme quoi, la boucle, tu l'as bouclée, quoi. Ouais, grave. En gravure, je savais que je voulais sortir de l'école et faire des livres pour enfants. Donc, je me suis donné les moyens. Après, j'ai travaillé dur. Peut-être que j'étais un peu chiante aussi parce que je me battais pour avoir accès aux presses de sérigraphie. À côté des projets d'école, déjà, avec des copines, on avait des projets perso, on faisait des petits fanzines sérigraphiés, on sérigraphiait des tabliers. Après, on faisait une petite expo où on vendait des jus de fruits et nos tabliers sérigraphiés, on avait négocié avec l'administration pour faire ça. Donc déjà, il y avait une certaine aussi motivation à faire plus que ce qu'on nous demandait à l'école. Ouais. Voilà, pour aussi assurer ses arrières. Je voulais pas sortir de l'école et me dire, allez, maintenant, la vie commence. En fait, je voulais que ma vie professionnelle commence déjà à l'école. Aussi à l'époque, je me souviens qu'il y avait une blogueuse que j'adorais, qui a un blog qui s'appelle Fine Little Day. Elle s'appelle Elisabeth Dunker et elle faisait plein d'illustrations. Elle allait rencontrer des artisans. Enfin, vraiment, j'adorais. Et du coup, à Noël, je m'étais dit, qui ne tente rien à rien. Je lui avais envoyé un petit colis avec des petits livres sérigraphiés, des gravures, des trucs en disant que j'adorais son blog. Elle a parlé de mes petits livres sur son blog et en une journée, j'ai vendu toutes mes petites éditions sérigraphiées. Donc je me suis dit, ah cool, en fait. C'était une influenceuse de l'époque. Ouais, grave. Vraiment le début des blogs. Ouais. Enfin, c'était pas le début, mais c'était le plein essor des blogs à l'époque. Il n'y avait pas Instagram. Donc je m'étais dit, je vais tenter le tout pour le tout, lui dire que j'adore son truc, que ça m'inspire et lui envoyer un petit cadeau. Donc ça m'a aussi permis de me lancer parce qu'après, elle m'a passé une commande de posters. Ah oui. J'avais fait une carte du monde. En fait, voilà, mais ça, j'étais encore à l'école. Même pour le livre Il a neigé ce matin, c'était pas mon projet de diplôme, c'était un projet en première année de gravure. Voilà, après, je m'y suis pris peut-être 1 an avant la sortie de l'école pour commencer à démarcher les éditeurs. Ouais, t'as vraiment commencé à taffer, t'étais encore à l'école. Ouais, et puis après, parfois, je me faisais engueuler par les profs parce que j'utilisais les papiers de luxe de l'atelier de gravure pour imprimer des trucs que je vendais après sur Etsy. Donc j'ai connu. Comment elle profitait, disons. Ouais. T'as bien raison. Ouais, chose que j'ai pas refaite depuis parce que je me suis rendu compte du prix des plaques de cuivre une fois que je suis sortie de l'école, du prix des papiers où ça coûte, non, mais t'as raison de préciser. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans les écoles d'art, en fait, on a accès à des choses qu'on n'aura peut-être plus jamais accès. C'est pour ça qu'il faut profiter de ces années-là pour en faire le maximum et comme tu le disais, pour faire vraiment des gros projets d'art parce que après, quand tu es tout seul, quand t'es à ton compte, engager des projets comme ça coûte énormément d'argent et de temps et pour pas forcément beaucoup de rémunération derrière. Donc, on a toujours ce petit souvenir de ces moments passionnants qu'on a eu dans les écoles d'art, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, si je comprends bien, tu commences vraiment ta carrière d'illustratrice dans le milieu de l'édition jeunesse et j'imagine aussi de la presse jeunesse. Donc, c'est un peu, tu crées ton filon dans tes premières années dans ce milieu-là, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai été diplômée en 2012, juin 2012. Et en octobre 2012, mon premier livre, Il a neigé ce matin, sortait en librairie. Sachant qu'entre-temps aussi, quand j'étais en mise à niveau à appliquer, je savais du coup déjà que je voulais être illustratrice vu que j'étais allée à Montreuil. J'avais participé à un concours
Bon, alors graphiquement, faut pas me juger si vous allez voir parce que j'ai de l'eau a coulé sous les ponts. Il existait un concours qui, je sais pas s'il existe encore, qui s'appelle Ouvrez les livres aux bébés. C'est un concours dans le Puy-de-Dôme où n'importe qui peut proposer un album jeunesse qui est ensuite offert à tous les bébés du Puy-de-Dôme. Donc ça fait genre, je sais pas moi, 10 000 Ils bébés font par ça an. dans certaines régions, municipalités. Il y a vraiment et puis de très très beaux livres du coup qui sortent par ce biais-là. J'en ai déjà vu. Des canons quoi. Dans le Val-de-Marne, on nous a offert un livre de Beatrice Alemania. Donc tu vois, c'est plutôt cool. Ah ouais, classe. Trop bien. Certaines régions rachètent les droits, je crois, ou offrent un livre qui est déjà édité, puis il y en a d'autres qui impriment un livre exprès. Bon là, il faisait un concours, il fallait jamais avoir publié de livre. Et en fait, moi, pendant mon été de mise à niveau pour aller après à l'école Estienne, donc je me suis fait ça en projet d'été. Et en première année de BTS, on m'appelait pour me dire « Ok, tu as gagné le concours, ton livre va être imprimé à 10 000 exemplaires, offert à tous les bébés. » Donc encore une fois, ouais, je m'étais prise avant et j'y croyais pas du tout. Et bon, j'avais fait un truc au crayon de couleur et tout, avec une typo horrible. Mais j'étais en mana, on peut pas trop m'en vouloir. On peut pas juger. Mais ouais, voilà, j'ai quand même aussi profité, ça fait longtemps que je profite de mon temps libre pour faire des projets perso, pour essayer que ça débouche sur des projets professionnels. Mais voilà, donc pour en revenir, après en septembre 2012, je sors de l'école, mon premier livre est publié, et là, ensuite il y a Actes Sud qui m'a commandé 2 petits livres pour Little Villette. Donc à l'époque, je ne savais pas utiliser l'ordinateur, j'ai tout fait en tradi. Ensuite, je me suis... Voilà, après, c'était parti. Une fois qu'on a un pied dans l'édition, après, on nous demande... j'ai fait des pages pour Pomme d'Api tous les mois. Et puis après, les livres nous amènent dans les écoles. Donc là, on peut aussi faire pas mal d'ateliers dans les écoles. Et c'est chouette aussi de rencontrer son public, de faire des trucs sur l'ordi, puis après de lire son histoire à des vrais enfants et de voir comment ils réagissent en vrai. Ah ouais, non, mais ça, c'est super précieux. Ouais. Je me souviens, moi, je me suis lancé en 2013 et j'ai aussi pas mal commencé dans le milieu jeunesse. Je voyais tes illustrations justement dans tout ce qui était Bayard, Milan, Pomme d'Api et compagnie. Je t'avais déjà vu là. Et Laurent m'avait dit, parce que ceux qui connaissent bien le podcast savent que c'est Laurent qui m'a aidé à mes débuts, et il me disait, l'illustration jeunesse, c'est une super porte d'entrée. Il y a beaucoup de demandes en illustration, mais c'est parfois un petit peu difficile d'en sortir. On se trouve un petit peu stigmatisé jeunesse et on arrive un petit peu difficilement à en sortir. Je me demandais un peu ce que t'en pensais toi, parce que toi, tu as vraiment totalement assumé ce côté jeunesse. Il y a aussi tout ton travail personnel qui l'est moins. Mais cette stigmatisation, qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais, je suis complètement d'accord. On me sollicite principalement pour des projets jeunesse. Après, quelque part, c'est pas plus mal. Je sais pas si je serais à l'aise pour dessiner des trucs pour les adultes. J'ai fait quelques couvertures de romans. J'ai illustré toute la collection des livres de Blondin aux éditions de la Table Ronde. Donc là, j'ai essayé d'avoir un style plus graphique, moins jeunesse. Mais je me sens peut-être aussi un peu moins à l'aise. En fait, je sais pas dessiner autrement. Donc, oui, c'est ce qui sort de toi, c'est naturel. Ouais. Mon dessin n'est pas très réaliste, il est un peu naïf, donc il m'apporte vers des projets jeunesse. Après, je pense que mes projets d'art plastique touchent un public adulte. Voilà. Après, c'est pareil. Par exemple, mon dernier livre qui s'appelle Raconte-moi, qui est édité aux éditions Maison Georges. Alors, c'est un livre pour enfants. En fait, moi, ça me tient à cœur de dire non, c'est un livre pour enfants et pour les adultes, parce que pour moi, c'est un livre à lire en famille. Et quand j'écris, je pense à la fois à l'enfant qui va lire et aux parents qui va s'en emparer pour passer du temps avec son enfant. Donc, à tous les gens qui me demandent des infos sur ce livre, je dis c'est un livre pour les enfants et les adultes. Oui, de toute façon, dans ton boulot, on voit que tu accompagnes les enfants. Je veux dire, tu crées des livres pour eux, mais tu es avec eux, tu crées des ateliers, tu crées des fresques, tu es toujours avec eux. Moi, j'ai vu des vidéos, là, justement, sur les fresques murales que tu fais dans les écoles. En tant qu'adulte, justement, qui devrait organiser ça, j'étais genre, oh là 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 là, la patience qu'elle a dû avoir, ou l'organisation. Parce que ta petite vidéo, elle est toute mignonne. Hein. C'est hyper choupinou. Hein.
Mais je me dis, en vrai, ça devait vraiment être un bon son nom. Et je sais pas si j'aimerais être à ta place. C'était comment, toi, un peu pour toi, ce genre de projet? Ouais, c'est alors les fresques avec les enfants, c'est une super chouette expérience, mais c'est un délire. Surtout que moi, enfin, on me confie souvent les maternelles, donc les parfois des TPS, donc qui ont 2 ans. Ouais. Au CP, c'est mon public de prédilection. Alors j'adore, c'est trop cool, mais ils savent pas faire grand-chose. Donc quand on peint un mur, il faut déjà, enfin souvent j'ai tracé, enfin souvent en amont, je demande aux instits de faire plein de dessins d'enfants, de faire plein de dessins aux enfants à la ligne noire. Moi, je récupère les dessins et après, je m'en sers pour les redessiner en grand sur les murs. Les enfants, Ouais. ils vont pas savoir dessiner eux-mêmes sur le mur parce qu'ils vont te faire un dessin tout minus dans une grande case. Mmh. Ça, c'est un truc que tu apprends en école d'art, hein, de dessiner au bon format à la main. Ils savent pas ça à 5 ans. Les cours de nu, ouais, non. Donc, c'est moi qui redessine le dessin et puis après, c'est moi qui leur dis tu peins ça en bleu, tu peins ça en rouge. Mais les petits, déjà le temps de distribuer tous les gobelets de peinture. Il y en a un qui, enfin, le premier à qui t'a donné le gobelet de peinture, il aura déjà repeint son truc en te disant j'ai fini. Donc, t'entends j'ai fini à longueur de journée. Et l'autre, tu lui as toujours pas donné le gobelet de peinture pour qu'il commence. Madame, Ouais, je c'est ça. m'ennuie, je sais pas quoi faire. Donc, et puis entre-temps, une fois que tu as donné le gobelet de peinture, tu en as un qui va repeindre au rouleau les cheveux de son copain. Tu en as un autre qui va s'être repeint les chaussures Nike toutes neuves que les parents ont mis, ou le Oh tutu non. de Ils font princesse, du tu vois. body art, puis de la peinture sur textile, c'est magnifique. Mais ouais, c'est Et trop les parents tentant. te détestent. Bah, pour moi, en même temps, j'ai fait passer un mot, tu vois, en disant faut venir en tenue de peinture. Enfin, moi, j'arrive et les petits, ils prévu. hallucinent tellement je suis crade, j'ai mon pantalon de Et puis peinture. quand t'es papa-maman, tu le sais, hein, il y a atelier peinture, tu envoies pas ton enfant comme Ouais. ça, tu le prépares pour le combat, quoi, quand même. Bah ouais, c'est ça. Moi, là, je dis, c'est des chaussettes, enfin des chaussures en passant par les chaussettes, potentiellement en passant par le slip parce que la peinture peut transpercer si tu t'assois dans la peinture. Tout, quoi. Tu t'habilles en tenue dégueu avec plein de trous. Ça fait beaucoup rire les petits parce que tout le temps, ils me disent que je suis sale et ils se demandent si je suis habillée comme ça tous les jours. Donc, quand ils me voient habillée propre, ils trouvent ça bizarre. Mais ouais, c'est vraiment une organisation. Et après, pour les fresques, ben là, pareil, je suis assez exigeante. Enfin, déjà, ça demande beaucoup de motivation de la part des enseignants parce qu'il faut que les enseignants revoient leur planning. Moi, je vais prendre des tout petits groupes d'enfants. Idéalement, je prends 5 enfants à la fois parce que je veux passer vraiment un temps privilégié avec chacun, pouvoir leur expliquer. Transmettre et pas faire la police, quoi, parce que Ouais, c'est en un peu fait, ça le c'est souci ça. aussi, voilà. On va pas à la piscine ou au cinéma. C'est pas une activité de consommation. C'est moi, j'ai besoin d'en tirer quelque chose autant que les enfants ont besoin d'en tirer quelque chose. Et du coup, je veux avoir au moins 10 minutes passées rien qu'avec chaque enfant pour pouvoir voir si celui à qui j'ai confié, je dis n'importe quoi, le quadrillage hyper précis, il est à l'aise avec ça. Je vais pas confier ça à un enfant. Je sais pas, qui a des difficultés avec les choses, la motricité fine et qui va prendre plus de plaisir à passer du rouleau sans trop réfléchir. Enfin, j'essaye aussi de cerner et puis c'est aussi en collab avec les enseignants. Il y a certains enseignants qui vont me dire ah non, lui, tu peux pas lui confier ce genre de tâches, mais lui, tu peux. Donc voilà, c'est pas mal d'organisation. Souvent, les enseignants sont là aussi pour m'aider, des parents parfois. Mais ouais, c'est assez intense, quoi. Et puis, il faut savoir que pour, par exemple, 3 heures passées à peindre avec les enfants, moi, j'ai 3 heures de retouche derrière. Parce que Ah oui, bah oui. Bah, graphiquement, il faut aussi que j'y trouve mon compte et je veux pas laisser une peinture qui dégouline avec des aplats qui sont pas propres. Donc, en fait, je vais repasser 5 couches de jaune derrière les enfants. Je vais enlever toute leur dégoulinure. C'est là où du travail bien fait. Puis les enfants, de toute façon, ils sont en phase avec toi. C'est-à-dire que même si tu repasses derrière, pas pour eux, c'est t'as pas modifié, t'as pas changé, t'es pas intervenu pour modifier leur acte finalement pictural. C'est juste les finitions et les enfants le comprennent super bien. Et au final, bah ils ont un beau projet qui est terminé. Ils peuvent dire fièrement, bah voilà, on l'a fait en équipe, quoi. Ouais, voilà, pour moi, c'est vraiment. Parfois, on dit ah, qu'est-ce qu'ils sont doués, les enfants, comme ces choses qu'ils ont fait et tout. Ah oui, je suis passé derrière, madame. En fait, c'est une collab. Enfin, c'est beau parce qu'ils étaient là, que j'aurais jamais fait ça sans eux, mais vice versa, quoi. Le résultat n'aurait pas été le même sans moi. Et j'essaye de transcender leur dessin. De tirer le mieux de ce qu'ils savent faire. Et il y a un truc que j'adore faire, c'est une fois que tout est bien propre, après je prends les plus grands, un peu les plus adroits, et là je vais leur donner un pinceau noir et je leur dis ok, tu fais les yeux et la bouche.
Alors tu serres un peu les fesses. Ouais, c'est parce que c'est la touche Mais finale, là. et du N'abîme coup pas ce que j'ai fait. c'est ça, tu as tout bien cleané et tout mais c'est trop bien parce qu'ils vont te faire la bouche parfois à l'endroit où tu pensais pas du tout qu'ils allaient faire la bouche. Tu es là: «Oh non, je pensais pas du tout à ça». C'est Mais en fait, laid. c'est hyper cool où la bouche, elle est un peu de travers, et c'est ça que j'aime trop dans les collabs avec Ouais. les Oui, voilà, ce enfants, qu'on appelle les accidents heureux que toi tu ouais. peux pas forcément prévoir et quand tu le donnes finalement à quelqu'un d'autre, pas forcément un enfant, mais ça peut être tu pourrais faire des fresques et puis laisser des passants dans la rue terminer les yeux et la bouche, hein, pourquoi pas. Et là c'est là où t'as ce nouveau regard finalement sur tout ce que t'as accompli pendant la fresque et la touche Mmh. finale c'est pas toi. C'est ça qui est rigolo. Ouais. J'allais te demander, c'est quoi justement ce que tu préfères avec les enfants C'est Oh les heureux accidents, c'est. ouais, déjà, ils se posent pas de questions quand ils dessinent. Ils y vont, un peu leur pas naïveté, mais ils sont tout frais, Bah quoi. Enfin, c'est l'innocence, c'est la fraîcheur, c'est ça ouais, grave. du graphisme C'est à la cet âge-là. spontanéité, en fait. C'est ça qui est hyper cool, la spontanéité. Et puis, en fait, j'adore aussi les maternelles parce que j'ai l'impression qu'avant qu'ils apprennent à écrire, ils sont plus spontanés qu'après. À partir du CP, en fait, les adultes les ont déjà un peu briefés sur comment il faut dessiner un Bien sûr, bonhomme. Ouais. Et bien puis sûr. même les enseignants, moi ça m'est arrivé de dire: «Mais on s'en fiche que le bonhomme il ait 6 jambes» et la maîtresse qui me dit: «Non mais c'est pas du tout normal, ça veut dire qu'il a pas conscience de son corps», Oui, tu te confrontes à des questions en fait d'éducation qui ont été débattues longuement et toi en tant qu'artiste en fait t'es là et tu n'as pas en fait tout ce bagage qu'ils ont avec des psychologues et compagnie ouais. et ça te paraît invraisemblable en fait d'avoir ces prises de tête là mais en fait c'est juste parce que c'est un autre univers éducatif Mmh. et que toi bah en fait tu rentres en collision avec eux donc en fait Mmh. il y a ce rôle là chez l'artiste aussi de composer avec le programme éducatif en fait des enseignants et des fois tu dis what the fuck et Mmh. yeah, je suis prestataire, donc je dois pas remettre en question toute l'éducation. Ouais. Mais c'est vrai que ta remarque est judicieuse. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, clairement, avec des enfants, de leur proposer des trucs super délirants, et puis finalement l'animateur ou la prof qui vient derrière qui dit ouais, attention, attention. Ouais. Mais ouais. Mais bon, c'est Ouais. comme ça aussi, les enfants, ils se constituent, ils se forment finalement de tout ce qu'ils voient à droite, à gauche. Enfin, leur Mmh. univers, c'est pas juste l'école, quoi. Donc Mmh. c'est aussi les rencontres avec d'autres milieux. Puis justement, bah les milieux de la créatif et c'est pour eux, c'est fascinant et forcément, ils apprennent des nouvelles choses qu'ils voient pas à l'école. Ouais. Je trouve que c'est très Ouais, complémentaire. c'est clair. Après, j'ai aussi une petite anecdote, qui est trop cool par rapport aux fresques. C'est que moi, quand j'arrive, dans une école, les enfants, je les connais pas. Donc en fait, je m'adresse à eux, de manière assez naturelle, je leur fais des blagues, enfin je suis hyper à l'aise avec les enfants, donc je leur parle pas comme à des adultes, mais je vais pas les prendre pour des bébés et tout, et je vais parler à tous les enfants de la même manière, qu'importe s'il y en a un qui a plus de Mm, difficultés mm. ou pas, enfin j'essaye de me mettre à leur hauteur et pas utiliser des mots trop compliqués, mais bref, dans cette école, en tout cas, il y a un petit garçon qui avait des problèmes de communication avec les adultes. Depuis le début de l'année, il parlait pas aux adultes en fait, mais moi je ne le savais pas, donc en fait, je lui ai parlé comme aux autres, sans lui laisser le choix, quoi. Je le savais pas. Dans cette école, on avait des petits modules en bois. Donc, par exemple, on avait une voiture en bois qui avait été découpée par un papa. J'avais fait des dessins par rapport aux dessins d'enfants et un papa nous les avait découpés, une fleur, un petit champignon. On avait peint. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo avec ces petits éléments en bois. Mhm, Il y a mhm. des vidéos. Et donc, à un moment donné, comme je filme un peu les enfants à plein de moments, je donne la voiture à ce petit garçon et je lui dis maintenant tu fais la danse de la voiture. Donc tous les enfants passaient et faisaient une petite danse comme ça en cachant leur tête. Et en fait le soir, ce petit garçon il est rentré chez lui, il a dit à la maîtresse j'ai fait la danse de la voiture. Il a raconté ça à tout le monde. Et le lendemain la maîtresse est venue voir en disant mais Stéphie c'est fou, qu'est-ce que t'as fait, vous nous avez pas parlé depuis le début de l'année. Et je ne Waouh. savais même pas. Donc je me suis dit mais en fait c'est génial, et c'est là aussi où on peut parler un peu bon, j'aime pas trop employer des grands mots, mais d'art thérapie, où en fait Ouais, ça ouais. peut Mais faire du carrément, bien faisons-le. aussi aux autres. Et vu que moi, ben, j'étais pas la maîtresse, j'étais pas un parent, où je suis un peu jeune, donc Oui, ça souvent ils me passe disent mieux, ah ouais. t'es une maman toi ou pas, enfin je sais Mm, pas, mm. et qu'aujourd'hui ah non bah j'ai pas d'enfant, je sais pas, ils me prennent un peu pour une copine, où Ouais. je suis aussi pas là pour faire la police dans les fresques, c'est pas à moi de me mettre en colère, enfin oui vraiment s'il y en a un qui fait n'importe quoi je vais les fâcher un peu, mais j'ai pas ce rôle d'autorité, et donc peut-être que les petits se lâchent plus avec moi. Enfin vraiment,
Ouais, puis tu Trop belle crées des anecdote, quoi. souvenirs qui sont ancrés aussi après et qui sont importants pour eux. Et voilà, bah, ça fait un breakthrough pour ce gamin et c'est Ouais. fabuleux. Ouais, C'est génial. ouais. Non, c'est clair. Puis il y a, sur les vidéos, je crois qu'il y en a qui m'ont laissé des commentaires en me disant: «Oh, c'était moi, je sais plus, comment il s'appelait le petit, mais c'était moi qui avais participé à cette vidéo et maintenant je suis en CM2». C'est trop Alors mignon. qu'il était en grande section, Ce et seront tes les futurs fans. Peut-être que dans ouais, 10 ans, peut-être. ils achèteront encore tes produits et tout. Ils viendront te voir au plus de l'illustration. Ils achèteront tes trucs. Ils diront: Stéphie, vous avez changé ma vie. Et là, tu diras: waouh. Ouais, bah, ouais, j'espère. Après, quand je vais dans les écoles aussi, je passe du temps à expliquer que c'est un métier, qu'il y a des gens qui écrivent des livres. Si ça peut leur donner envie de dessiner et d'en faire leur métier, je trouve ça trop cool, hein, Ouais, de semer des petites graines. ouais. Je vois chez toi là le livre derrière céramique et Ah ouais! ouais. Et au tout début de notre échange, tu disais que tu aimais bien, que tu étais très heureuse quand tu faisais des activités artisanales, ça te permettait un peu de t'évader. Et puis il y a toute cette autre pan de ta production Mmh. justement plus personnelle où tu t'émancipes justement des commandes et de tout ce qui est un peu stricto jeunesse. Et j'ai vu un truc que j'ai trouvé super intéressant sur ton Insta où tu as commencé justement ce petit journal de bord là qu'on voit Ouais, chez je vais toi. l'attraper. Et dedans, en première page, tu disais, bon, je vais pas tout lire, mais grosso modo, que, ben, voilà, pendant 1 an, tu allais te donner la permission de suivre pendant plusieurs heures des cours de céramique et de t'octroyer du temps libre pour sortir justement la tête de tout ce qui est commande, de la pression, de l'argent quelque part Ouais. et de te donner du temps pour toi, juste pour t'amuser, pour travailler. Et j'ai trouvé ça fort, le fait que tu parlais du fait de te libérer quelque part de cette pression de la commande. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui vont écouter cet épisode et qui ont envie de développer des projets personnels et de développer peut-être qu'ils sont coincés, peut-être justement Mmh. dans une étiquette et de pouvoir s'en émanciper. Mais il y a toujours cette petite voix lancinante qui dit, quand tu travailles pas sur tes projets de Ouais. commande, tu mets pas de la bouffe dans ton frigo, ou tu vas Ouais, pas payer ton exactement. loyer. Et je me demandais, toi, comment tu faisais un peu parce que ta production, elle est hyper impressionnante, hyper riche. Comment tu fais pour jongler entre tes projets perso, tes projets de commande comment tu fais? Et puis j'ai envie de compléter ta question, Jérémy. Est-ce que Stéphie, tu te fais pas un cadeau à toi-même Ouais, quand tu fais ces démarches-là? Mais c'est une évidence, ça, c'est une évidence. exactement. Ouais, exactement. C'est un gros cadeau à moi-même. Ben, j'ai plein de travail de commande, donc comme tu dis, Jérémy, c'est hyper dur de s'enlever de la tête la petite voix qui dit: «Tu devrais pas être là, t'as trop de retard sur tout ce que tu dois rendre et puis t'as 15 000 mails à répondre». Mais alors ma technique, c'est que depuis plusieurs années, c'est ce que j'explique dans le livre, j'essaye de considérer sérieusement mes projets perso. Et pour ne pas avoir cette petite voix dans ma tête qui me rappelle à l'ordre des commandes qui payent mon loyer, j'ai trouvé la technique, je m'inscris à des cours. Donc Ouais, pendant 3 ans, je me suis inscrite à Paris Atelier. C'est super, j'ai réussi à faire financer des cours de tapisserie avec l'AFDAS. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu fais un dossier et ensuite l'AFDAS, tu justifies que ça a un rapport avec ton activité et l'AFDAS te finance une formation. Donc pendant 3 ans, je suis allée tous les jeudis faire 6 heures de cours de tapisserie de haute lisse. Donc c'est une technique de tissage. Par exemple, vous pouvez voir là au-dessus de mon doigt, c'est un petit tissage que j'ai fait avec mon copain Sébastien Foch, par exemple. Ah ouais, génial. Donc j'ai appris cette technique qui est hyper longue et laborieuse, mais en tout cas les jeudis, mon téléphone, il était éteint et j'étais consacrée rien qu'à ça et c'était ma journée à moi. Donc j'en ai fait 3 ans, ça m'a permis d'acquérir les bases et puis ça faisait un moment que j'avais envie de revenir à la céramie. Donc l'année dernière, je me suis inscrite à des cours de céramie. J'y allais tous les mardis matins. Donc en fait, une demi-journée dans la semaine, ça passe quoi. Enfin, pour moi, je pouvais me le permettre. Ça demande un peu d'organisation, parfois de dire au client, bah non, je suis jamais dispo le mardi. Ça se fait. C'était 2h30, donc c'est ok. Et puis, quand tu payes la céramique, j'ai payé mes cours. Donc en fait, c'est un peu cher. Et j'ai pas loupé une seule séance. Évidemment, tu t'es engagé. Ouais, c'est ça. C'était un engagement envers moi-même. Il y avait des horaires précis. Je C'est me comme faisais le un psy. petit cadeau. Ouais, grave. En fait, je me suis dit, moi, j'aime pas trop le sport. Donc, je me suis dit, au lieu de me payer Tiens, je un vais faire de la abonnement, céramique. ouais, c'est ça. Au lieu de me payer un abonnement à la salle de Sport de sport et doigts. ça va m'ennuyer d'y aller, je vais me sentir obligée, je me paye des cours de céramique et pendant 2h30, je pensais à rien d'autre qu'à ça.
Et je pense que ça me permet aussi d'être plus efficace sur mon travail à côté. Parce que c'est du coup, clairement méditatif, oui. Voilà, je me suis aéré l'esprit. Pendant ces 2 heures, il n'y a que ça qui compte. Mais après, quand je rentre l'après-midi, là, je suis vraiment plus efficace sur mon travail. Voilà. Donc cette année, je continue, mais j'ai pris un forfait libre, donc j'y vais quand je veux. Le problème, c'est que du coup, j'y passe 6 heures à chaque fois. Je me demande si c'est plus facile de s'octroyer ce genre de temps quand tu sais que tu as plein de commandes, justement. Tu sais, il y a ce côté genre, tu devrais répondre à tes commandes. Qu'est-ce que tu fous là? Mais il y a aussi le fait que tu as la tranquillité d'esprit, que tu sais que tu as suffisamment de travail pour pouvoir à tes besoins et que du coup, tu peux t'offrir ce petit luxe. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si l'argent rentre en considération. En fait, moi, j'en ai besoin pour ma santé mentale, je crois. Ouais. Même si j'ai moins de travail à un moment donné. Tu vas toujours développer tes projets perso de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça me fait du bien, comme d'autres vont faire du yoga ou de la méditation. Ouais. Toi, tu as réussi à allier genre le travail qui te vide la tête et qui te fait du bien à ta santé mentale, à ta pratique artistique. Du coup, c'est vraiment un cercle vertueux. Parce que même quand tu bosses pas littéralement pour de l'argent, Ouais. ça profite quand même à ton univers et à oui, ta l'univers production. est hyper concret en fait. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose de ta patte, si on sait pas que c'est toi et qu'on connaît un peu ton travail, c'est du Stéphie. Je veux dire, t'as réussi cette magie-là où finalement, quel que soit le support, c'est possible de t'identifier. Ah oui, c'est clair. Et puis, je vais dire que même mes projets perso, sur le coup, ça me rapporte pas forcément d'argent, mais ça va participer à ce que les gens me sollicitent. Par exemple, que des musées me demandent... Ouais, c'est ça. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui organisent des ateliers dans les musées, qui me suivent sur Insta, donc ils vont voir mes expérimentations et après ils vont se dire ah cool, on va lui proposer de bosser sur cette expo. Comme ça, je me suis retrouvée à faire un atelier punch needle, donc c'est pour faire des petits tapis mais avec une aiguille à laine, à la Fondation Cartier pour l'expo de Damien Hirst. Ah ouais, c'est fort. Bah ouais, c'est clair. Voilà, en s'inspirant. Alors, je m'inspire pas de mon propre travail, du coup, je m'inspire du travail d'un artiste reconnu. Mais c'est trop chouette. Ou j'avais fait. Peut-être t'as des savoir-faire qui sont des skills qui sont rares en vérité, quoi. Ouais, après c'est un peu l'air du temps, les tapis, la céramique. Non, mais bien sûr, tout le monde en fait. C'est sûr, mais tout le monde en fait pour le plaisir, mais tout le monde n'en fait pas de façon aussi poussée, aussi investie pour aller vraiment dans le sens que tu as décidé au départ. Tu vois, il y a une conscientisation aussi de. Prends Stéphie, prends. Il est sympa. Merci. C'est pas sincère. Non, mais c'est important parce que ça c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est que les créatifs, les créatives en fait parfois ont des skills comme ça un petit peu cachés et justement qui sont un petit peu des passions et qui mettent pas suffisamment en avant, alors que peut-être ça peut devenir en fait leur vecteur qui font que leur travail peut avoir du succès. Et ça c'est pas négligeable, hein. On est d'accord, l'argent n'est pas une fin en soi, mais l'argent te permet d'investir, justement de pouvoir monter ton entreprise aussi, etc. Et donc quelque part il faut que ça tourne, il faut que ça roule, il faut que ça soit beau et chouette et que les gens ils soient touchés, et c'est comme ça que ça marche. Et donc du coup pour que tout ça fonctionne, il y a comme une part quand même de, comme tu disais, de formation, mais aussi une petite part de stratégie à mettre en place, que sinon, tu fais n'importe quoi. Bon, après, moi, rien n'est calculé pour les techniques artisanales. C'est souvent, il y a une technique qui croise mon chemin. Je me dis, ok, j'ai trop envie d'apprendre ça, parce que quand je fais tout le temps la même chose, moi, j'ai tendance à m'ennuyer. J'adore faire des tapis, mais si j'en faisais tous les jours, ça me saoulerait. J'adore faire l'île du jeunesse, mais c'est pareil, en fait, faut que je change d'activité à chaque fois. C'est ce qui fait que tu te ressources, en fait, de passer d'un média à l'autre, et puis justement de passer d'un projet à l'autre très rapidement. Mais c'est jamais trop calculé. J'ai l'impression que dès que tu fais les choses un peu par amour et avec passion, mais c'est ça va déboucher sur des choses qui vont te rapporter de l'argent. Alors que si tu commences quelque chose, par exemple, en disant je vais faire des tapis, ça va me rapporter trop de fric. Ouais, c'est souvent pas la bonne. La stratégie, elle peut pas venir sur une feuille de papier au départ en disant je vais faire ça et ça et ça va marcher. Non, en fait, elle vient au fur et à mesure parce que tu te donnes les moyens, et c'est pas les moyens financiers, c'est les moyens humains de le faire, en fait. C'est-à-dire que aller se taper 33 heures de formation pour faire de la céramique, etc. C'est pas anodin, quoi. Voilà. Et quand je parle stratégie, c'est vraiment ça, c'est se donner ces moyens-là, parce que sinon on reste dans son canapé, on a plein d'idées et elles sortent jamais.
Il y a aussi Ouais, surfer sur une mode. Tu sais, si tu surfes sur une mode juste parce que ça marche, mais que dans le fond, il y a pas vraiment un truc raccord avec toi, Mm. c'est mmh. voué à l'échec, quoi. Il faut que ce soit quelque part, aligné avec qui on est, ce qu'on fait et on n'essaie pas juste de profiter, de je sais pas Ouais, quoi. ouais, ça marchera pas. Même, par exemple, pour les fresques, parfois on me demande: «Ah, mais comment tu arrives à faire des fresques dans les écoles ou, à être sollicité pour des projets de fresques?» Et souvent ce que je dis, c'est que, ben, avant d'être payé pour faire des fresques, en fait, bah, Oui. va toi dans la rue ou dans des endroits où tu as le droit de peindre, passer des dimanches après-midi avec tes potes, à t'entraîner Ouais, et tu pourras faire tester ton tous les craft. Mm. pinceaux. Ouais, tout plein de marques de peinture. Du coup, le jour où on te demande un devis, bah ouais, tu as déjà acheté un peu de peinture, tu sais combien coûtent les pinceaux, tu sais à peu près combien de temps tu mets à peindre quelle surface. Mais vraiment faire d'abord les choses par plaisir et après ça débouche, sur du boulot et des commandes. Mm, mm. En mode DIY, c'est un truc Ben ouais, qui est hyper dans Ah, notre, c'est en faisant qu'on apprend que le ADN. DIY devient, ouais. devient du savoir-faire après. Hein, c'est... D'ailleurs, en parlant de DIY, il y a un autre truc que tu as appris sur le tas et qui est un petit peu le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est Maison Ribambelle. Ah ouais, De ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et compris, tu n'avais jamais fait ça avant. C'est une autre paire de manches, c'est-à-dire bon, ouais. c'est une boutique, tu nous en parleras, de papeterie et d'objets graphiques que tu fais avec ta sœur. Et Mmh, c'est un peu elle, l'entrepreneuse du duo. Toi, tu mmh, un peu la caution arty. ouais. Et ta petite sœur, évidemment, elle a cette sensibilité aussi, mais elle a bossé dans des startups. Elle as découvert des trucs, genre, je sais pas moi, des fichiers Excel, des chiffres et du Ouais. marketing. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? Parce que c'est une autre paire de manches, c'est encore un autre step dans Ouais. le game, quoi. Complètement. En fait, ça fait longtemps que je voulais monter une marque et je me disais, avec ma marque, je pourrais faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux, bien sûr. Non, mais j'étais bien naïve parce que, bon, je suis pas héritière, de millionnaires et tout, donc je sais pas trop enfin voilà, j'avais pas des milliers d'euros à la base. Bon bref, avec ma petite sœur, elle a fait une école de commerce et elle est plutôt, du côté marketing. Donc on a créé ça, on a créé une SAS, donc encore un nouveau statut. Moi jusque-là j'étais maison des artistes, plutôt cool. Et bah, une SAS, je me suis rendu compte que c'est énormément de frais d'avoir une société, que ce que tu gagnes, t'en reverses la moitié à l'État. Bon, bref. Et que surtout, quand tu as une marque et que tu veux vendre en ce qu'on appelle B2B, business to business, c'est différent de quand tu vends des œuvres d'art à des particuliers ou que tu factures à des clients. Quand tu vends à des boutiques, et ben, les boutiques prennent une marge. Donc, par exemple, nous, quand on vend un objet à une boutique 10 euros, le prix de vente à la fin sera fois 2,5, donc 25 euros. Ah ouais! Et nous, sur les 10 euros, en fait, tu dois enlever 20% de TVA. Donc tu Donc, touches 7 euros. voilà. 7 euros sur 22 euros. Et puis, par exemple, nous, pour les guirlandes, ben, en fait, on les coud nous-mêmes. Et puis, on a passé des commandes pour le papier, pour faire découper le papier. Donc, au final, tu dis, mais pour un objet qui est vendu 25 euros en boutique, je sais pas à la fin combien on a dans notre poche, peut-être 2 euros. Enfin, Ça fait un peu mal, non? Quand on entend ça comme ça? ben, ouais, enfin, franchement, c'est la réalité. C'est ça La, ce que j'allais la dire, vente, c'est la réalité, Jérémy. Oh punaise! voilà. Non, mais ça me donne pas envie, moi, hein, perso. Après, tu as des domaines où les marges sont plus importantes. Et tu Il y a gagnes des 50 gens. centimes sur 25 euros. Ouais, bah, par exemple, je sais pas si vous connaissez pas l'expo, l'émission des entrepreneurs sur M6. Non, je fais de la pub. Mais c'est hyper intéressant Vas-y, et c'est vas-y. vraiment ça l'entrepreneuriat. En fait, c'est des mecs, bah, ils montent des boîtes et ensuite ils vont demander des financements pour faire grandir leur boîte et ils te disent, bah voilà, nous on fait, pas moi, un savon, notre marge c'est x9 quand on vend en boutique, du coup il nous reste tant dans la poche à la fin et les investisseurs ils investissent ou pas. Et souvent de temps en temps, les marques, elles se font défoncer parce qu'elles n'ont pas des marges assez importantes. Et les investisseurs, ils disent, bah non, nous, on n'investit pas. C'est sûr qu'on va pas gagner de thunes avec ça. Votre truc, c'est pas rentable. Bon, nous, si on passait avec Maison Ribambelle, c'est sûr qu'on se ferait défoncer. Mais bon, comme je vous dis, moi, je fais d'abord les trucs par plaisir. Là, avec Joanne, ma petite sœur, c'est un projet parallèle. C'est parce qu'il nous permet de payer notre loyer, mais bah, ça nous fait travailler ensemble. Voilà, j'ai découvert aussi, bah oui, voilà, les fichiers Excel, gérer les stocks. Ouais, Voilà, c'est- que quand tu commandes, tu fais découper du papier, ben, tu t'envoies pour 3 000 € de commande de découpe de papier. Bon, des trucs dont j'avais pas conscience. Après, là, je me rends compte qu'avoir une marque, bah, c'est quand même compliqué pour en vivre.
Donc on a toutes les 2 du boulot à côté, donc ça nous permet de prendre Ouais. ça plutôt relax, de le faire pour le plaisir. On est assez complémentaires aussi, mais ouais, je trouve que c'est quand même pas facile, quoi. Et c'est comment de travailler avec ta sœur? Tu sais, il y a tout le temps ce truc de, tu sais, monter une boîte avec Travailler un en membre de sa famille. famille ou son meilleur ami ou sa meilleure amie, que sais-je. C'est comment de bosser en famille? Ah bah, moi, ma petite sœur, elle est trop cool. Je dirais que ça elle me met un peu les pieds sur terre aussi, où moi je vais lui proposer des trucs et bah, par exemple, elle va me dire: «Ah mais non, mais ça on peut pas du tout le faire, Stéphie, regarde, si on revend ce truc tel prix, ça nous fait gagner 1 € ça sert à rien de le faire». Donc bon, parfois elle me casse un peu, dans mon délire, mais bah, elle est du côté business, quoi. En fait, à quoi ça sert de faire des choses si en fait tu les fais à perte. Ouais. Alors que moi, en tant qu'artiste, je vais me dire: ah ouais, j'ai envie de faire des tapis, ok, je vais passer pour 2 000 € de laine. Ah bah, j'ai vendu aucun tapis, zut. Ça t'est En fait, arrivé? ouais, bah, les tapis, c'est dur à vendre aussi parce que la laine coûte extrêmement cher. Ouais, ça reste du produit de luxe, ouais. Ouais, ils Ouais, sont c'est super ça. beaux en plus, les tapis. Ils sont Super magnifiques. beaux. Alors, c'est sûr. Que moi je les vends à un prix, mais que ma cible n'a pas forcément ce budget pour acheter des objets aussi chers. Bon, après, j'en ai vendu quelques-uns, ça me permet de retomber sur mes pattes. Mais au début, je me disais, ah ouais, cool, je vais plus faire que ça. Et bon, en fait, non. Ou comme la céramique, par exemple. Ma petite sœur me dit non mais tu te rends compte, tu passes 2 heures à prendre une tasse, mais c'est pas du tout rentable. Bon, on s'en fiche puisque c'est pas mon activité Oui, principale, mais oui. si je voulais faire vraiment une production de céramique, en fait, la tasse, il faudrait que je la vende minimum 120 € pour m'y retrouver. Donc, Oui. c'est ça qui est hyper cool aussi de bosser avec ma sœur, c'est elle me remet un peu les pieds sur terre. Si on a une boîte, une société, je peux pas me permettre de faire ce que je fais sous le nom de Stéphie Brocoli toute seule, ou c'est pas très grave si je suis pas très rentable sur certains projets perso. Je sais que ça va être rentable d'une autre manière parce que les clients vont me solliciter pour un projet. Ouais. Mais ouais, c'est un délire en fait de vendre en B2B. Ça, j'en avais pas trop conscience. Après, peut-être que stratégiquement, bah, les guirlandes en papier, c'est trop de travail par rapport au prix qu'on peut le vendre. En plus, Oui. là maintenant, avec l'inflation, bah, le papier, on l'achète 2 fois plus cher qu'avant. Mais nous, on peut pas. Nos guirlandes, elles sont à 21,50 je Oui, tu crois. peux pas les vendre à 42. Bah non, je peux pas les vendre à 42. Donc, il faut qu'on C'est trouve un dur, hein. moyen. Ouais. Voilà, il y a plein de boîtes, je sais, qui ferment à cause de l'inflation parce que le Ouais. coton coûte beaucoup plus cher, le papier aussi. Donc on va voir où nous mène Maison Ribambelle. Je ne sais pas si on va continuer à faire des guirlandes très longtemps parce que c'est compliqué, mais peut-être qu'on va privilégier de la vente aux particuliers. Moi, j'aimerais bien faire des vêtements brodés, trouver peut-être un autre système en dropshipping où tu as des boîtes qui te fabriquent les trucs, qui les expédient aux clients. Enfin, je sais pas, en fait, je pense qu'on va rebondir et voir comment on peut être un peu plus rentable. C'est le challenge de nos métiers. Ouais. Ouais. On va peut-être passer aux petites questions des auditeurs pour un petit peu terminer l'émission, Mm. Stéphie. Il y a eu des questions dans le chat. Si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à les remettre. On va peut-être remonter dans le chat, mais on verra peut-être pas toutes vos questions. Donc, si vous avez vraiment des questions qui vous brûlent les lèvres, allez-y, c'est maintenant. Stéphie est encore avec nous pour un petit peu de temps. Et puis, J'en c'est maintenant. profite pour poser la mienne. Il y a quelque chose que tu disais sur la simplicité, qui est quelque chose d'assez important dans ton approche graphique. Et tu disais qu'en fait, c'était compliqué de faire simple. Et ça, je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien que tu Ouais, nous en c'est parles clair. un petit peu. Ouais. Ben ouais, c'est compliqué de faire simple. Même souvent, quand on voit mes dessins, il y a des gens qui disent: «Ah ouais, mais je pensais pas que ça prenait autant de temps, ton dessin est tellement simple, je pensais pas que ça prenait autant de temps». Mais en fait, bah, si. Ah si, c'est sûr. Par exemple, pour mon livre «Raconte-moi», en fait, c'est 26 petites histoires documentaires. Si vous regardez mes dessins, même moi, en passant en librairie, je me dis: «Oh ça va, c'est rapide à faire». En fait, c'est compliqué parce que même mes phrases, j'ai, une dizaine de toutes petites phrases, mais en fait, pour arriver à dire la bonne chose avec peu de mots, choisir les bons mots, que ça sonne bien à l'oreille, mais en fait, je me prends la tête, de ouf. Enfin, par exemple, pour cette double page, si vous avez l'occasion de les regarder, ça me prend environ 3 jours pour une double page.
Ah ouais. Sans compter tout le temps que j'ai passé sous ma douche et dans les transports à me dire: «Alors brainstorming, qu'est-ce que je vais Ah bah oui, c'est raconter?» tout ce temps de créativité en fait qui tourne en fond quoi dans le cerveau. Ouais. Alors on avait Nicktou22 qui nous posait la question, un conseil pour se lancer dans le monde de l'édition pour enfants. Et ben, je dirais, produire, des images en projet perso déjà Hmm. et ensuite, aller démarcher les éditeurs, envoyer son book aux maisons d'édition. Voilà. Ça paraît simple dit comme ça. Oui, mais elle vient Ouais. de te dire avant que c'était compliqué d'être simple. Oui, c'est vrai, c'est compliqué de faire simple. Aussi, Vous démêlerez. Hein. bah, par exemple, parfois, il y a des gens qui me demandent, qui me disent: «Ah, j'ai un projet de livre, comment je peux faire, pour, les éditeurs?» Et souvent, ce que je dis, c'est que, pour les éditeurs, par exemple, enfin, je pense que, enfin, ça dépend des projets, mais que ça sert à rien d'illustrer tout le livre, Ah oui, c'est un de super faire conseil. Juste Super une conseil. intention, ouais. ouais, par exemple, tu fais, 3 doubles pages avec ton texte, t'envoies ça aux maisons d'édition. Bah, je suis pas éditrice, hein, mais je pense que ça peut déjà leur permettre de se Oui. projeter ou pas, et toi, ça t'évite de bosser pour rien si le projet leur plaît pas. Aussi, il faut savoir que les éditeurs, enfin moi en tout cas, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, les éditeurs, ils ont toujours leur mot à redire. Il y aura toujours des modifications. Même quand j'y suis allée avec mon premier livre, Il a neigé ce matin, et ben entre la maquette que j'ai imprimée moi-même, donc là c'était tout l'inverse de ce que je vous dis, hein, j'avais fait tout le livre. Euh, et ben on a changé. Au début, toutes les pattes des animaux étaient toutes droites pour des raisons techniques que je pouvais pas faire autrement au gaufrage. Ben là, les pattes des animaux se faufilaient comme ça. Donc même sur un projet qui existait déjà, on a fait des changements. Bon après, je pense que chaque illustrateur a sa façon de faire et qu'il y a des illustrateurs pour qui on prend les livres tels quels, mais même sur les textes, c'est possible que l'éditeur dise: «Ah ouais, mais la fin de ton livre, moi j'imaginais pas ça comme ça». Par exemple, dans Il a neigé ce matin, moi à la fin, tu avais des bottes avec une tache de sang. En fait, c'était ce que je voulais raconter, c'était le chasseur qui avait tué tous les animaux. Horrible. Et l'éditeur m'a dit: «Ah ouais, c'est un peu dur On va quand peut-être essayer même». de le vendre, alors du coup, on va changer la fin. Ouais, donc ils m'ont dit: «Ah, peut-être ça peut être des bottes d'enfant qui sortent de chez lui», donc on a changé ça, ce détail. Mais ouais, Il y a des voilà. éditeurs qui seraient preneurs de ce genre de fin, tout dépend de la maison d'édition. Hein. Oui, voilà, Oui, oui, peut-être, oui. Oui, bon, la question parlait quand même des livres jeunesse. Alors, une toute dernière question qui est très simple, comme une évidence, mais qui me paraît être une bonne question de fin, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour se lancer comme illustratrice aujourd'hui? Question méga vaste, hein, mais ben, produire des images et les poster sur Insta. Enfin, je sais pas combien de temps Instagram va encore durer, mais je pense que c'est une bonne plateforme pour montrer son travail, pour être visible, Mais pour montrer est-ce que son projet de justement fin. l'abondance en fait d'illustrateurs, d'illustratrices sur Instagram n'empêche pas justement la visibilité. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça? Parce que bon, tu as un compte qui est très suivi hein, pour une illustratrice, c'est vraiment pas mal déjà. Pour quelqu'un qui démarre dans le game, qu'est-ce que ce serait vraiment de bien montrer un univers, tu es une super communicante. d'essayer de Tu te postes à mort, toucher tu les gens? communiques Voilà, c'est bien. ça le. Ouais, moi je dirais, bah, Instagram. Enfin, je sais que mes éditrices, à la pause, café, elles sont sur Insta, en fait, et c'est comme ça qu'elles dénichent, des jeunes illustrateurs, et c'est comme ça qu'on peut avoir des opportunités d'expos, Bah, vaut mieux y être que pas y être, quoi. C'est ce que tu dis ouais, déjà, c'est pour ça. commencer. Après, pour bien communiquer sur Insta, enfin moi, je sais pas, j'ai autour de 20 000, mais en fait, si j'ai 20 000, c'est parce que j'y suis depuis le début. Enfin, c'est pas tellement, hem, Oui, tu donc connais bien j'ai les codes, par rapport tu es régulière, tu en fais ça fait, bien. je sais pas, ça dépend, parfois je suis pas du tout régulière, puis après je vais me dire: «Allez, cette semaine, tous les jours, je poste un truc», mais moi, j'ai l'impression que ce qui plaît sur Insta, c'est aussi un peu de montrer l'envers du décor. Mmh. Moi D'incarner souvent, un j'ai petit peu, tu veux dire? ouais, c'est ça, moi, j'aime pas tellement faire des, facecam, et me dire: «Ah salut Insta, blablabla», mais par contre, mettre, mon téléphone dans un coin pendant que j'imprime un truc au pochoir, ouais, Tu filmes, genre tu as quand même la présence d'esprit de poser ton téléphone quelque part, de te filmer en train de faire un work in progress et tout. C'est quand même une conscience, quand je voyais
quand je fouillais un peu ton compte Insta, je me disais: Ouais. «Oh là là, ça me gonflerait de tout le temps avoir cette présence d'esprit de poser le téléphone là, de me filmer, c'est qu'on doit quand même tout le temps se mettre un peu en situation, c'est quand même Ouais. Mais t'as du une sorte de travail. gymnastique du coup en fait, c'est des habitudes que t'as mis en place pour pouvoir justement alimenter sans non plus que ça te prenne la tête Ouais, c'est ça. Enfin, maintenant, de nos jours, c'est quand même facile de Oui, trouver des pieds qui permettent de te filmer de dessus, de filmer en accéléré, d'avoir une petite télécommande. Moi, au final, j'ai un petit pied grip, avec des petites boules là. Bon, c'est pas ouf, là, j'ai commandé un nouveau truc où tu peux mettre ton téléphone bien comme ça par-dessus. Mais, bah, au final, tu vois, quand je bricole, je me dis: «Bah, de toute façon, je vais passer, 3 heures à faire mon masque en papier mâché. Je Oui, peux autant que ça bien serve. mettre, mon appareil photo dans un coin et au final, je vais filmer, je sais pas moi, pendant 10 minutes sur les 3 heures où j'ai bricolé. Oui, Et après, du coup, ben, tu te dis: «Cool, c'est du contenu, facile» parce que dans tous les cas, je l'ai fait mon loisir créatif, donc j'ai un contenu facile. Les gens, ça les intéresse, pas mal de voir toutes les étapes. c'est clair. Donc ouais, moi j'ai un peu pris cette habitude, mais parce que j'aime bien ça et après je me dis: «Ah cool, je vais pouvoir faire à la fin, faire mon petit réel, donc ça va me prendre 1 heure de faire mon petit réel», et puis après c'est un peu pour l'ego, mais c'est encourageant, tu vois? Oui, Ça c'est te donne sûr. aussi envie de continuer à faire des trucs, de dire: «Ah cool, tiens», enfin moi là, par exemple, la dernière expérimentation que j'ai faite, c'est des masques en papier mâché. Bon, ils sont encore en fabrication, ça prend un temps fou, mais je sais pas, j'ai mis une vidéo où je collais des bandes de papier mâché et j'avais, 30 messages. Et du coup, tu es là: «Wouah!» sur un truc, que je pensais, pas hyper intéressant. En fait, ça intéresse de ouf les gens et il y a plein de gens qui m'ont dit: «Ouais, ça me donne trop envie d'en faire», donc moi, ça me fait aussi plaisir et ouais, un petit commentaire, et Ah, ça fait toujours ouais. du bien. Ouais, c'est ça. Donc ouais, j'ai un peu pris cette habitude, mais au final, c'est une petite contrainte, mais pas tant que ça, tu vois? C'est ce que je dis, sur une après-midi où tu bricoles, tu filmes pendant 10 minutes. Si tu as déjà ton matos à disposition, ouais, Ouais. ça te prend, 3 minutes de trouver l'angle qui va bien. Parfois, je sais pas, si tu bricoles en slip, tu dis: «Oh zut, faut que je m'habille», ou des trucs comme ça, mais c'est c'est pas si difficile et puis moi, ma page Insta, elle est pas du tout paramétrée à l'avance. Enfin, je sais pas ce que je vais poster demain, j'improvise un peu sur le moment. C'est pas très pro par rapport à plein d'autres illustrateurs ou entrepreneurs qui vont avoir, des outils pour prévoir une ouais, bien semaine sûr. à l'avance, tous les Mais posts qui vont se poster je automatiquement. crois que ton univers, il bosse pour toi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il est très, très lié. En fait, tout ce que tu fais est connecté. Et finalement, quand tu postes quelque chose, ça se connecte aux autres carrés que tu as déjà postés. Et du coup, le gaufrier lui-même, il prend vie. Et ça marche quand on met vraiment en avant son univers et que l'univers, en fait, il prend toute ta vie, quoi. Parce que tout ce que tu fais, Ouais. finalement, il y a ces couleurs-là qui reviennent chez toi, Mmh. qui sont récurrentes. Il y a ces formes aussi qui sont obsessionnelles. Et ça, c'est intéressant parce que, bah, mine de rien, c'est ça qui fait aussi la bonne com derrière, c'est que ce que la page, elle invite comme ça à plonger dans un univers de fou, quoi. Voilà. Ouais et De par folle. exemple, ma page Insta, c'est quasiment que mes projets perso. Oui. Je mets pas du tout mes projets de commande ou très rarement. Là, j'ai mis mon dernier livre Raconte-moi parce que, c'est quand même entre le projet perso et la commande, vu que j'écris moi-même les histoires, mais j'ai quasiment pas les pages que je fais pour la presse. En fait, c'est Pourquoi? ma Pourquoi tu les montres pas? parce que parce que pour moi, Insta, c'est ma page de récré et c'est consacré à mes Non, c'est bien, expérimentations t'as et mis mes un cadre projets en fait, perso. c'est ça. T'as mis un cadre, une limite, et tu mets pas tout et n'importe quoi ce que tu fais sur ta page. Tu fais ces choix-là en fait. Et ça, c'est pas mal aussi de faire des choix. Je pense que ça fait aussi partie même si on n'y pense pas, ça fait quand même partie aussi d'une bonne stratégie de se dire bah voilà, je fais quelque chose de cohérent et avec moi-même. Ouais, Et puis c'est voilà. ça. Mm. C'est Et tu clair. vois, si j'ai illustré, je sais pas, presque mon style en illustration est différent de mon style en loisir créatif, expérimentation aussi, donc je trouve que ça va pas toujours bien côte à côte. Et puis, en fait, si tu as envie de voir plus mes projets de commande, tu peux aller sur mon site, dans la catégorie illustration où là, je mets, un livre que j'ai fait pour un éditeur coréen, des livres pour bébés. Bon, mon site, j'ai pas mis tous mes projets, j'en ai encore plein à mettre. Mais mon site est là pour compléter mon Insta et mon Insta, ouais, c'est ma page, ma cour de récré, quoi. Ouais. Ben, Plaisir, nous, le podcast, c'est aussi notre cours de récré.
et on était très, très contents, Stéphie, de faire notre première récréation avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, Et puis si vous Stéphie êtes dans pour les coins de Montreuil-Bagnolet, regardez autour de vous, peut-être qu'il y a des choses de Stéphie dans la rue. vous allez peut-être la croiser Non, ouais, d'ailleurs. j'ai pas peint dans la rue, par là-bas, mais si vous voyez quelqu'un sur un vélo avec une casquette Ah. jaune, C'est c'est sans Stéphie. doute moi. Trop bien. On vous remercie tous d'avoir suivi cette première interview de la saison 5. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos échanges dans le chat. Je l'ai déjà dit, mais merci Stéphie d'avoir été avec Merci nous pour démarrer cette aujourd'hui. saison. Merci Laurent, merci Jérémy et merci à tous ceux qui ont écouté Trop content. mes histoires. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Oh là là, Non. loin de là. Ça m'arrive. Alors, Des pour bonnes tous ceux- bêtises. C'est des très bonnes bêtises. Pour tous ceux qui nous suivent, donc on vous donne rendez-vous dans une semaine, pardon, pour les membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee, donc pour rencontrer Philippe Jacquelet, qui est agent d'illustrateur à l'agence Costume 3 pièces. Ça, c'est un épisode exclusif que vous pourrez découvrir sur une autre plateforme que Twitch. Et dans 2 semaines, on vous donne rendez-vous avec Aurore Bay, qui vient nous parler de la différence entre être un bon créatif et être un bon communicant. On en a un tout petit peu parlé avec Stéphie justement sur la fin. Je pense que c'est tout un sujet pour les créatifs, tout un programme. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis à très très bientôt. Ciao, ciao! Ciao. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, Everything is connected! Moi je trouve que j'ai tout pour faire une idole. De mes chansons j'écris musique et paroles. Je devrais déjà gagner des sommes folles. Oui mais voilà pour l'instant je n'ai pas un sou. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Oh, 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 oh. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Yeah, 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 yeah. J'ai tout pour plaire, je chante comme une casserole. J'ai 14 ans, je vais encore à l'école. J'ai le regard flou et la tête un peu molle. Oui, mais seulement je connais pas grand Manitou. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Oh, 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 oh. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Yeah, 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 yeah. Si je pouvais séduire quelques journalistes, en quelques semaines je deviendrais une artiste. À la radio je serais la reine du twist. De mes millions je ne verrais pas le bout. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Oh, 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 oh. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Yeah, 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 yeah. On parlerait de moi dans les magazines. J'aurais des photos en train de faire la cuisine. Je ferais de la publicité pour la margarine. Et ça me rapporterait un tas de sous. Pourquoi pas moi?